Ça y est, il est enfin disponible, notre dernier magazine anti-woke en guerre contre les fléaux qui menacent nos sociétés, avec de grandes interviews, notamment celles de Béatrice Rosen, Christine Kelly ou encore Sonia Mabrouk, et bien plus encore. Regardez également notre dernier documentaire sur Koursk qui est disponible et exclusif. Vous pouvez retrouver notre magazine dans plus de 5000 kiosques partout en France, donc n'hésitez pas à vous rendre dans ces kiosques pour nous soutenir. Bonjour à tous, chers amis d'Omerta. Avant de démarrer cet entretien, je vous rappelle que le dernier numéro de notre magazine Anti-Woke est présent dans plus de 5000 kiosques partout en France, en Suisse et en Belgique, et que vous pouvez aussi le commander via notre site internet www.omertamedia.fr. Aujourd'hui, pour ce nouveau grand entretien, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Jacques Sapir. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour. Vous êtes un des économistes les plus connus, les plus influents en France. Vous êtes en particulier, mais pas que, spécialiste de la Russie. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous recevoir pour un entretien d'actualité, évidemment sur la Russie, sur l'Ukraine, mais pas seulement. Et ma première question, eh bien, elle va concerner un petit peu le contexte économique français, puisque François Bayrou vient de remplacer Michel Barnier, et l'un des thèmes qui revient depuis plusieurs semaines dans le débat public en France, eh bien, c'est cette question de la dette française. Alors ma question, elle est simple, c'est quelle est votre analyse de la gravité de cette dette, de ses implications, et est-ce qu'il est raisonnable de penser que d'ici la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, eh bien, François Bayrou, par exemple, puisque c'est lui qui est Premier ministre en ce moment, puisse trouver des remèdes pour réduire cette dette? Alors, le problème n'est pas tant la dette. Le problème, c'est la dette quand on a très peu de croissance, grosso modo 0,9 ou 1% d'après l'INSEE, et qu'on a en même temps très peu d'inflation. Si vous avez beaucoup de croissance et beaucoup d'inflation, ça diminue automatiquement votre dette, même si vous faites du déficit, même si vous continuez à faire du déficit. Vous voyez, il faut se rendre compte d'une chose. La dette, c'est un rapport. C'est un rapport entre la dette publique émise, qui est donc en valeur nominale, puisqu'il s'agit des montants émis, et le dénominateur, qui est le produit intérieur brut, le PIB, mais le PIB est calculé aussi normalement en termes nominaux, donc ça veut dire qu'il faut multiplier son accroissement par l'accroissement en termes constants et l'accroissement des prix. Bien. Ce qui fait que quand vous êtes dans une période, comme par exemple dans les années 50, où on a à la fois une forte croissance et une forte inflation, la dette se réduit automatiquement. Si vous voulez, en 1945, même début 1946, le ministre de l'économie et des finances de l'époque, qui était Mendès France, fait un fameux discours radiodiffusé où il explique que c'est la catastrophe, que la France a plus de 150% du PIB en dette. Et en fait, 15 ans après, en 1961, on est tombé à 35%. Pour autant, les budgets n'étaient pas tous les ans équilibrés. D'abord parce qu'il y a la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, donc on avait des raisons de se trouver en déficit. Mais comme on avait fait une très forte croissance et une très forte inflation aussi dans les années 46-47, grosso modo jusqu'en 1950, ça avait mécaniquement détruit, ça avait largement contribué à réduire le rapport, ce ratio dette sur PIB. Donc, ce qui est effectivement inquiétant aujourd'hui, c'est que nous avons une forte dette, donc un ratio élevé, qui est de l'ordre de 110-115%, alors que nous n'avons que très peu de croissance et que très peu d'inflation. Donc, c'est ça le problème. Et par ailleurs, la capacité du gouvernement de M. François Bayrou de réduire le déficit budgétaire apparaît limitée.
Alors, pourquoi? Mais elle apparaît limitée parce qu'il n'a pas de majorité pour faire des réformes importantes. Tout ce qu'il peut espérer de faire, s'il veut ne pas se faire censurer, hein, ça c'est un autre problème, mais s'il veut tenir au gouvernement, c'est de faire des ajustements. Alors oui, on aura moins de déficit que cette année, où cette année nous aurons un déficit particulièrement élevé, l'année n'est pas encore terminée, et qui est largement dû au fait que l'on n'a pas pris les mesures correctrices qui s'imposaient, du fait des élections européennes, puis du fait de la dissolution. Bon, on a évidemment des problèmes politiques qui sont venus interférer. Mais on va arriver cette année probablement à 5,6, peut-être 5,7% de déficit. François Bayrou peut chercher à ramener le déficit à 4,5, peut-être à 4, sans réforme majeure qui le ferait tomber. Bon, mettons les choses au mieux. Allez, soyons fous, admettons qu'il réduise le déficit à 4%. 4% de déficit, quand vous avez une croissance en termes réels de moins de 1%, que vous avez une inflation de l'ordre de 1,5, 1,6%, votre ratio dette sur PIB, il continue d'augmenter. Donc voilà, c'est la situation. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution gouvernementale possible qui puisse s'attaquer aux raisons fondamentales du déficit français. Donc nous allons continuer à voir notre dette sur le PIB, parce que parler de la dette en général n'a pas beaucoup de sens. On dit ah, c'est horrible, la France a fait 3 000 milliards de dettes. Bon, si nous avions le PIB de l'Allemagne, c'est-à-dire 3 700 milliards, on serait à quoi? On serait à 80% du PIB. Donc en fait, le montant net de la dette n'a pas beaucoup de sens. Ce qu'il faut toujours regarder, c'est sa relation avec le PIB, la relation avec le taux de croissance du PIB, la relation avec le taux de croissance de l'inflation, etc. etc. Oui. C'est ça qui est réellement significatif. Alors justement, on a vu aussi que Bruno Le Maire là, est régulièrement interrogé par la Commission des finances de l'Assemblée nationale et qu'il essaie d'expliquer un petit peu les décisions qu'il a prises et avec difficulté. On voit qu'il est un peu malmené. Il est quand même resté 7 ans ministre de l'économie et des finances. Quel bilan vous tirez de son action à ce poste? C'est un cas assez intéressant de quasi-schizophrénie. C'est tout à fait vrai. Et quand Bruno Le Maire le dit, on peut d'ailleurs le vérifier sur les archives radiophoniques ou télévisuelles. Il met en garde la France, autrement dit son propre gouvernement. Hein. Quand on est ministre et qu'on fait ce genre de mise en garde, ça s'adresse au Premier ministre et à soi-même en réalité, contre des déficits qui vont croissant, et donc évidemment sur le problème de la dette. Ça fait des années qu'il en parle. Et un ministre, il n'est pas là pour parler, il est là pour agir. Il n'a rien fait. C'est pour ça que je parle de schizophrénie. Il dit, mais il ne fait rien. Alors, de deux choses l'une, soit il ne fait rien parce qu'il ne veut rien faire, et ça c'est un véritable problème. Et l'un des points sur lequel il a été accroché par Charles-Amédée de Courson à l'Assemblée nationale, c'est justement le fait que, ayant dit qu'il y avait un problème de dérapage du déficit dès le mois de décembre 2023, il n'ait pas pris les mesures nécessaires pour corriger. Bon, donc ça c'est bon. Soit il ne fait rien parce qu'il ne peut rien faire, autrement dit, il y a une autorité supérieure qui lui dit ne fait rien, et cette autorité supérieure, c'est soit le Premier ministre, soit le Président, soit les deux. Mais à ce moment-là,
un ministre qui a un petit peu le sens des responsabilités. J'invoque même pas l'honneur, parce que ce mot n'a pas beaucoup de sens pour ces gens-là, mais le sens des responsabilités doit démissionner et dire la politique que vous me contraignez à mettre en place n'est pas la politique que je souhaite faire et n'est pas la politique qu'il faut pour le pays. Trouver un autre pour faire cette politique. Mais ils sont tellement, je dirais, accrochés à leur siège comme des arapèdes à leur rocher, que, évidemment, parler de démission, c'est presque dire un gros mot en leur présence. Absolument. Alors, je le disais, vous êtes spécialiste de l'économie russe et puis de l'économie des pays de l'ancienne Union soviétique. D'abord, un mot sur l'Ukraine. On a parlé sur Omerta de l'implication de BlackRock en Ukraine et de l'accord signé entre l'État ukrainien et BlackRock dans le Conseil pour la reconstruction et les investissements futurs en Ukraine. Est-ce que, de votre point de vue, il est, dans le contexte ukrainien, normal que un fonds américain comme BlackRock, marqué démocrate, signe un accord d'une telle ampleur stratégique, puisqu'on le rappelle, il va concerner non seulement la reconstruction de l'Ukraine, mais en fait la gestion aussi, le développement de ses actifs industriels et aussi miniers, puisqu'on sait que l'Ukraine, en termes de ressources sur des métaux rares, est un des pays les plus prometteurs d'Europe et même du monde. Alors, il faut là regarder deux choses qui sont assez différentes. La première chose, c'est qu'un gouvernement dont l'appareil d'État est corrompu et inefficient fasse appel à une source étrangère d'expertise pour lui établir une forme de programme stratégique n'est pas en soi étonnant. J'ai travaillé en Ukraine pendant 2 ans et demi, de 1999 à début 2002, excusez-moi. Et l'administration ukrainienne, l'administration économique, parce même l'administration présidentielle, on travaillait à l'époque en tant que conseil pour la présidence, était au mieux incompétente, mais complètement incompétente. Il changeait de priorité et d'objectif pratiquement tous les mois. Au pire, corrompu. Et donc, il y avait ce qu'on appelle des vaches sacrées dans le budget, qu'on savait que l'on ne pouvait toucher sous aucun prétexte. Bien. Donc, vous avez un homme nouveau qui arrive au pouvoir, Zelensky, qui, dans une situation qui est dramatique pour l'Ukraine, se pose la question de qui est capable de me faire un programme stratégique. Il n'est pas si étonnant que cela qu'il s'adresse à l'étranger. Bien. Après, il y a un autre problème. C'est que l'Ukraine correspond aujourd'hui à ce qu'on appelle un État failli. Alors, un État failli pour plusieurs raisons. Bon, j'ai parlé de la corruption, qui est extrêmement importante, et que le gouvernement a beaucoup de mal à traiter parce que ça serait touché à ce moment-là à des soutiens politiques importants de ce gouvernement, ça c'est le premier point. Deuxièmement, c'est un pays qui a perdu un quart de sa population. Si on fait le compte des Ukrainiens qui ont émigré en Union européenne, 8,5 millions, et des Ukrainiens qui ont émigré vers la Russie, un peu plus de 2 millions, on a approximativement 11 millions d'Ukrainiens qui ne vivent plus en Ukraine et qui très probablement ne rentreront pas dans leur pays, même si il y avait un arrêt des combats et une paix stable qui était signée dans les semaines à venir. Bon. Sur un pays qui faisait, avant le début des hostilités, 41 millions d'habitants. C'est un quart, si vous voulez.
Grosso modo, c'est un quart de la population qui a disparu. Et c'est très souvent une population en âge de travailler. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a 11 millions de travailleurs qui sont partis. Il y a beaucoup d'enfants aussi qui sont partis. Des mères avec leurs enfants. Mais ces mères, c'est des jeunes femmes qui, normalement, travaillaient en Ukraine. Puis il y a quand même des hommes. Hein. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont partis. Donc ça, c'est un premier problème. Après, là-dessus, viennent s'ajouter les destructions faites par les Russes du système énergétique de l'Ukraine. Aujourd'hui, on estime que plus de la moitié du système énergétique de l'Ukraine est détruit. Et industriel d'ailleurs aussi. Alors, sur l'industrie, beaucoup moins. Mais si vous n'avez pas d'électricité, votre industrie ne peut pas tourner. Donc, l'Ukraine, en réalité, est en ruine. Et on le voit quand on regarde les chiffres, le fait que s'il n'y avait pas les transferts de fonds venant de l'Union européenne, plus de 35 milliards d'euros par an uniquement pour les budgets civils, donc ça n'inclut pas les versements qui sont faits pour la défense, hein, c'est uniquement pour l'Ukraine serait en faillite. Bien. Dans cette situation, on peut signer tous les accords que l'on veut. Leur réalité en matière d'application devient extrêmement fragile. Et qu'en sera-t-il de l'Ukraine une fois la paix revenue? Je n'en sais rien, mais ce que je peux dire à partir de la situation actuelle, c'est qu'avec un tel niveau de dépopulation et de destruction des infrastructures, il faudra probablement 10 ans pour que la situation se stabilise, et on ne verra pas d'investissement qu'ils viennent des États-Unis ou d'autres pays, ou d'autres pays occidentaux, en Ukraine, avant 4-5 ans après la paix, après la signature de la paix. Donc, après, insister sur ce contrat qui a été passé avec BlackRock, avec plutôt ces contrats, parce que ce n'est pas un contrat, c'est une succession de contrats, ça n'a pas beaucoup de sens. D'ailleurs, nul ne sait quel sera le gouvernement d'une Ukraine post-conflit. Parce qu'il n'est pas du tout sûr que Zelensky reste en place. D'ailleurs, s'il y avait des élections libres en Ukraine, c'est pour ça qu'il ne veut pas d'élection présidentielle, il ne serait pas réélu. Mais quels seront les rapports de force entre la fraction hyper-nationaliste de la population et des forces armées et le reste de la nation? Nul ne le sait actuellement. Donc ça veut dire que à l'instabilité économique qui va exister, qui existe déjà et qui va exister encore plus une fois la paix revenue, viendra s'ajouter une instabilité politique. Donc parler de ces contrats avec BlackRock dans ce type de contexte, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça veut quand même dire que la reconstruction de l'Ukraine aiguise les appétits et que, vous l'avez dit, d'ailleurs, l'Ukraine était en banqueroute avant la guerre et sous perfusion financière du Fonds monétaire international à qui... disons sous aide forte. Voilà. Là, aujourd'hui, en fait, le pays, on peut dire, sous perfusion financière, ne serait-ce que pour, vous le disiez, payer les salaires des fonctionnaires, etc. Et en fait, est pieds et poings liés aux États de l'Union européenne ou aux États-Unis, en fait. Il y a la marge de manœuvre pour Zelensky, s'il reste dans l'après-guerre, elle est très mince. Elle est très mince, mais surtout, c'est la situation politique en Ukraine qui décidera de ça. On peut tout imaginer pour les années de l'après-guerre. On peut imaginer que Zelensky se survive à lui-même dans un cadre autoritaire, sans élection. Bon, c'est parfaitement envisageable. Comme on peut imaginer qu'il soit remplacé par d'autres,
Et ces autres peuvent aller de la fraction hyper-nationaliste que l'on a actuellement en Ukraine à des fractions plus démocratiques et plus modérées. Parce qu'aujourd'hui, on n'a aucun moyen de savoir quel est le rapport des forces réel, politique. On s'entend. Même la Rada n'est plus représentative. Oui. Bon, donc, il y a une véritable incertitude systémique sur l'avenir de l'Ukraine. Et par ailleurs, même les forces hyper-nationalistes ne sont pas nécessairement des alliés stables des puissances occidentales, parce qu'elles peuvent très bien considérer qu'elles ont été lâchées par l'Occident. Ce n'est pas complètement faux. Ou plus précisément, l'Union européenne, les États-Unis ont fait des promesses à l'Ukraine que nous savions qu'elle ne pourrait pas tenir. Bon. Et si vous voulez, ça va engendrer des mouvements politiques extrêmement forts. Rappelez-vous par exemple ce qui se passe en Allemagne en 1918. Le discours du coup de couteau dans le dos. Hein. On peut très bien avoir le développement de ce même type de discours, en disant nous avons été trahis par les Occidentaux, etc. Et que deviendra à ce moment-là politiquement l'Ukraine, hein? Je ne dis même pas économiquement, je dis politiquement. Est-ce que c'est un pays qui se tourne vers la Turquie? Est-ce qu'elle se tourne, par déception des Occidentaux, à nouveau vers la Russie? Parce qu'attention, il y a toujours des pro-russes en Ukraine. Bon, ils se taisent, ils ont peur actuellement, mais ils sont toujours là. Donc, on ne sait pas ce que peut devenir l'Ukraine. C'est pour ça que je dis, essayez d'extrapoler d'accords qui sont signés. Et on comprend bien, c'est un gouvernement qui est aux abois. Il va chercher à signer le plus d'accords possible, même si les conditions sont extrêmement désavantageuses. Bien. Qu'est-ce qui deviendra, une fois qu'on aura une forme de stabilisation politique dans l'Ukraine d'après-guerre? Excusez-moi, je ne pratique pas le marc de café ni les tarots, je ne peux pas le dire. Et je pense qu'aujourd'hui, sauf à connaître très précisément ce qui se passe en Ukraine, il y a très peu de gens qui peuvent le dire. Mais je vais vous donner simplement un exemple. De 1995-96 à 1998, vous avez des accords particulièrement désavantageux qui ont été signés par la Russie. Ce qu'on appelait les accords de purchasing, les accords de PSA, de Production Sharing Agreement. Bien. Quand Poutine arrive au pouvoir au début 2000, l'une des premières décisions qu'il prend, c'est de révoquer ces accords. Donc voilà, il suffit d'un changement politique un petit peu important pour que des accords qui ont été passés, mais quelques années auparavant seulement, soient révoqués. Alors, cette guerre russo-ukrainienne, elle a, on sait, des impacts sur les pays européens et leurs économies. Et là, on apprend aujourd'hui que Giorgia Meloni aurait signé un accord sur la fourniture de gaz liquéfié par la Russie. Elle est d'ailleurs assez critiquée depuis 24 heures sur ce sujet. Quel est aujourd'hui, avec le recul qui est le vôtre, l'impact réel de cette guerre en Ukraine, des sanctions économiques et financières prises contre la Russie sur les économies des grands pays européens, des grandes puissances industrielles européennes que sont l'Allemagne, l'Italie et la France? Quel bilan est-ce qu'on peut tirer de tout ça? C'est un bilan assez simple. Oui, bien sûr, les sanctions n'ont pas fait du bien à la Russie, ça c'est tout à fait évident, même si leur impact a diminué par rapport à 2022. Mais au contraire, l'impact en retour des sanctions, ce qu'on appelle l'effet boomerang, dans le vocabulaire de la géopolitique, cet effet boomerang tend à s'amplifier
sur les pays occidentaux. Il y a un chiffre qu'il faut toujours avoir en tête. Globalement, l'Union européenne importait entre la moitié et les 2/3 de son énergie de Russie, avant les sanctions. Depuis les sanctions, on est tombé autour de 40%. Bon, c'est moins, c'est évident. C'est surtout sur le pétrole qu'on a substitué, encore que. Il y a toute une série de contrats d'achat de pétrole à l'Inde, et on sait que l'Inde n'est pas un producteur de pétrole, et on peut avoir quelques doutes quant à la provenance d'origine du pétrole. Bien. Mais sur le gaz, c'était encore évident. Or, dans la mesure où les gazoducs ne fonctionnent plus, enfin, les plus gros des gazoducs, certains fonctionnent, mais les plus gros des gazoducs ne fonctionnent plus. Donc on est obligé d'acheter du GNL, du gaz liquéfié. Et le gaz liquéfié, il est naturellement plus cher que du gaz naturel envoyé par gazoduc. Parce qu'il faut le comprimer pour le mettre dans un bateau, pour charger le méthanier. Et quand le méthanier arrive dans un port, il faut le décomprimer. Donc ça, simplement, si vous voulez, mécaniquement, ça ajoute entre 20 et 30% au prix. Voilà. Alors, l'impact, c'est à la fois la nécessité d'acheter de l'énergie ailleurs, mais ailleurs c'est plus cher, et la nécessité de basculer du gaz de gazoduc à du GNL. Et là encore, il y a un surcoût. Donc les pays dont la balance énergétique était fragile, l'Allemagne, parce qu'elle a décidé de fermer ses centrales nucléaires. C'est l'Allemagne qui s'est elle-même mise dans cette situation, hein, comme des grands. Et l'Italie, là pour d'autres raisons, sont évidemment des économies qui souffrent énormément. Et on voit que l'Allemagne est en récession, mais si on décompose les chiffres du PIB allemand, depuis 2 ans, la seule chose qui maintient un petit peu la tête de l'Allemagne hors de l'eau, en recension avec des chiffres de PIB de moins 0,5, moins 0,7%. Ce n'est pas non plus dramatique. Hein. Bon. Mais qu'est-ce qui les maintient dans cette situation-là? Les services. L'industrie, elle, l'industrie qui représentait à peu près 25-26% du PIB, elle diminue d'environ 4 à 5% par an. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est tout à fait considérable. Il y a aujourd'hui un phénomène de désindustrialisation massif en Allemagne qui prend la forme d'une délocalisation accélérée vers les États-Unis parce qu'aux États-Unis, l'énergie est bon marché. Donc l'industrie chimique allemande est en train de faire ses bagages. L'industrie métallurgique va en faire de même et elle annonce déjà des suppressions d'emplois importantes. L'industrie automobile est elle-même en crise. Bref. Et ça, c'est d'une certaine manière, je dirais, la conséquence immédiate des sanctions. Et donc, que Mme Meloni se décide à passer des contrats sur le gaz russe, ben oui, mais l'Italie n'a pas le choix. Donc, avant de dire haro sur Meloni, il faut commencer à dire quels sont les choix de l'Italie. Elle n'en a pas. Les États-Unis ont atteint à peu de choses près le maximum de ce qu'ils peuvent vendre à l'Europe. Alors, d'ici 10 ans, ça pourrait monter, mais à court terme, il n'y a pas de possibilité de monter. Et il y a un autre problème, c'est que si on veut acheter encore plus de gaz aux États-Unis, ça sera du gaz de schiste. Ce gaz de schiste, on va le transformer en GNL, mais on n'a pas les bateaux. On manque aussi de bateaux pour faire le transport. Donc il y a ça. Et l'Allemagne, là, elle est en train de souffrir vraiment de manière assez importante. Donc je ne serais pas étonné que le patronat allemand et les gouvernants allemands, qu'ils soient sociodémocrates ou qu'ils soient
les chrétiens sociaux, hein, c'est-à-dire la CDU-CSU, les conservateurs allemands, bon, n'attendent qu'un cessez-le-feu pour immédiatement rouvrir des négociations avec la Russie et repasser des contrats avec la Russie. Mais, si vous voulez, économiquement, ces deux pays n'ont pas le choix. Si vous voulez. Alors, pour la France, la situation est différente. Nous sommes relativement indépendants de la Russie d'un point de vue énergétique. Par contre, si l'industrie allemande et si l'industrie italienne vont mal, ça a évidemment des conséquences sur l'industrie française. Il y a des sous-traitants d'entreprises allemandes qui sont installés en France et qui aujourd'hui se posent le problème de fermer. Bosch a construit plusieurs usines en France. Oui, mais si la production d'automobiles diminue, la demande en pièces Bosch, c'est essentiellement l'allumage, des dispositifs pour les boîtes de vitesse, etc., ben, cette demande va diminuer. Donc, nous sommes touchés par contre-coup du fait de la crise énergétique que connaissent l'Allemagne et l'Italie, et qui, elle, est un effet, mais quasiment, je dirais, de livre, hein, c'est ce qu'on décrit dans les livres, sur l'effet boomerang des sanctions. Oui, c'est ce qui est en train de se passer. La conclusion de ce que vous venez de dire et de la question précédente, c'est que les Européens financent cette guerre en Ukraine, financent l'économie ukrainienne, qu'en même temps il y a un impact très négatif sur l'économie, en particulier sur l'industrie européenne, et on a l'impression, comme vous le disiez, pour les États-Unis, finalement, il n'y a pas de véritable impact, en dehors du fait que les Européens sont de plus en plus dépendants énergétiquement du gaz américain, notamment du gaz de schiste, et puis que l'industrie américaine, le complexe militaro-industriel américain, lui, tourne à plein régime. Pour les États-Unis, finalement, d'un point de vue économique, cette guerre, c'est pas si mal. Oui, en apparence. En apparence, parce que les États-Unis quand même souffrent dans la situation géopolitique actuelle. Ils sont engagés dans un bras de fer avec la Chine. Et la Chine prend des mesures protectionnistes. Et c'est intéressant, ce n'est pas des mesures qui concernent l'achat de produits américains, mais qui concernent la vente aux Américains de certains produits, essentiellement des métaux rares, hein, ce qu'on appelle des terres rares. Bon, ça peut avoir un impact négatif sur l'économie américaine. Et par ailleurs, la production gazo-pétrolière américaine est aujourd'hui assez proche de son maximum. Et bon, ils ont engrangé tout ce qu'ils pouvaient engranger par rapport à l'Europe. Mais actuellement, l'Europe achète plus de gaz à la Russie qu'aux États-Unis. Pour la raison très simple, les États-Unis ne peuvent pas fournir. Donc là, il y a un blocage évident. Donc ça veut dire que les États-Unis s'en tirent évidemment bien mieux. Oui, on parle beaucoup du complexe militaro-industriel, encore que la production de munitions aux États-Unis continue de traîner. Les États-Unis atteindront probablement, non pas l'année prochaine, mais l'année d'après, d'après ce qu'ils disent eux-mêmes, hein, une production d'1,5 million d'obus de 155 mm par an. Les Russes sont actuellement à 3,5. Oui, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on voit que les industries de défense américaines étaient formatées autour d'un modèle très haute qualité, très haute technologie, mais petit volume de production, et que quand il s'agit de produire, de passer à des volumes nettement plus importants, ce qui est le cas actuellement avec la guerre en Ukraine, eh bien, ils se heurtent à divers problèmes, des problèmes de main-d'œuvre. Il y a un manque de main-d'œuvre qualifiée aux États-Unis. Alors,
Bien sûr, ils sont en train de mettre en place des programmes de formation, mais qui ne donneront pas de résultats avant 3-4 ans. Donc, il faudra faire avec. Donc, manque de main-d'œuvre qualifiée, manque de matières premières, parce qu'une partie des matières premières sont achetées en Russie. C'est le cas notamment des produits chimiques dont on a besoin pour faire des munitions. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faudrait, en bonne logique, si on était dans la logique de la Seconde Guerre mondiale, il faudrait immédiatement que l'État investisse dans la construction de nouvelles usines chimiques qu'elle louerait aux industriels de la chimie américains. Grosso modo, ce qui a été fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, l'administration Biden n'a pas décidé de le faire parce que personne ne sait combien de temps cette guerre va durer. Et c'est ça, si vous voulez, le problème. Comme les États-Unis ne sont pas eux-mêmes en guerre, ils mènent une guerre par personne interposée. Mais ce n'est pas eux qui décident, en réalité, de la situation. Ils ne sont pas engagés dans une logique qui consiste à dire « nous allons nous battre jusqu'au bout, jusqu'à l'écrasement de l'adversaire ». À ce moment-là, quand vous êtes dans cette logique-là, vous dites, voilà, on met l'économie au carré, on lance toute une série de productions. Là, on n'est pas là. On dit, oui, on va produire plus d'armes. Donc, on se tourne vers les industriels. On leur dit, investissez. Et les industriels disent, investir, oui, mais est-ce que vous pouvez nous garantir que la nouvelle usine, elle restera performante, restera employée d'ici 3-4 ans? Non. À ce moment-là, on va ajuster nos investissements à ce type d'incertitude. Donc c'est ça le problème. Donc en réalité, oui, les profits du complexe militaro-industriel montent en flèche, la production augmente, mais elle est très loin d'augmenter sur les mêmes rythmes. Et aujourd'hui, prenons par exemple les missiles qui sont lancés par les systèmes Atacams. Bon. Outre le fait qu'ils sont abominablement chers. Et ça, c'est le résultat du choix vers l'hyper haute technologie qui a été fait par les militaires américains. Bien. La production de ces missiles a dû être multipliée par 2. C'est très insuffisant par rapport aux demandes et du combat en Ukraine, et du réarmement des pays de l'OTAN, et de l'armement, tout simplement, de l'armée américaine. Donc, les États-Unis sont dans une situation assez délicate de ce point de vue-là, et évidemment, avec l'arrivée de Donald Trump, qui prétend qu'il arrivera à négocier une paix en Ukraine assez rapidement. Bon, il a abandonné le discours qui dit « en 24 heures, je fais la paix ». Il a compris que ça sera un peu plus long. Mais un peu plus long, ça peut être simplement vouloir dire qu'il faudra 2-3 mois pour arriver à cette négociation, au mieux. Oui. Et donc, à ce moment-là, vous n'allez pas vous lancer dans un programme de relance militaire absolument massif. Donc, c'est ça le problème. On est presque à 3 ans de guerre en Ukraine. L'état de l'économie russe a été beaucoup commenté sur les plateaux de télévision et sur les radios. Un temps, on a dit que les sanctions allaient avoir un effet immédiat et qu'elle forcerait les Russes et Vladimir Poutine à arrêter la guerre. Un temps, on a dit que les sanctions aussi étaient inefficaces. Et puis, on entend depuis quelques jours, depuis quelques semaines, une petite musique qui prétend qu'à nouveau, l'économie russe serait lourdement pénalisée par les sanctions. Alors, vous qui connaissez bien et depuis longtemps cette économie soviétique puis russe, quel bilan pouvez-vous tirer de l'état de cette économie au bout de 3 ans de conflit? Bon, d'abord, il y a des faits. Les faits, c'est que l'économie russe a été en récession en 2022, mais à un niveau
considérablement plus faible que ce qui avait été prévu. Des chiffres d'une baisse de production de 10%, de moins 10% avaient été avancés. Plus sérieusement, d'ailleurs, avec des collègues russes, on tablait, et quand je dis on tablait en juin 2022 sur une baisse de production de l'ordre de moins 4%, et la baisse de production était de moins 1%. Et après, vous avez eu une croissance forte en 2023, 3,6, et une deuxième année de croissance forte cette année, donc 2024. Bon, on n'a pas encore les chiffres définitifs, on ne les aura pas avant mi-février, en réalité. Mais on estime qu'on devrait avoir une croissance de 3,9%. Bon. Donc, ça veut dire que même si les sanctions ont fait dans l'immédiat du dégât en Russie, c'est incontestable, ces dégâts ont été surmontés à partir de la fin de 2022. Alors après, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que l'économie russe travaille très près et même au-delà de son potentiel industriel. On calcule ça sur le taux d'utilisation du capital. Il est aujourd'hui proche de 90% en Russie. Et il faut savoir que dans une économie en bonne santé, ce taux est estimé à 80%. Donc ils sont très largement au-dessus. Et tant que les investissements qui ont été faits depuis 2022 ne se traduiront pas par la construction de nouvelles usines, et en particulier les investissements de 2023 et de début 2024, ça constitue une espèce de frontière absolue pour la production. C'est pour ça que la production, aujourd'hui, ralentit en Russie. Elle ralentit en Russie parce que l'économie se heurte à sa limite physique de production et que la construction de nouvelles usines, les investissements, n'ont pas encore abouti. Et ils aboutiront probablement au premier semestre 2025, voire à la fin de l'année 2025. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point important, en même temps que l'économie russe connaissait cette croissance extrêmement forte, l'économie russe s'est transformée. Alors, elle s'est transformée sur deux points importants. Le premier point, je vais utiliser une formule peut-être un peu provocatrice, c'est aujourd'hui un âge d'or du salariat en Russie. Pourquoi ? Parce qu'on manque de travailleurs. Et on manque de travailleurs pour des raisons démographiques. Ce n'est pas, en fait, le nombre de jeunes qui se portent volontaires qui affecte profondément. Alors oui, ça doit affecter à 200 000, 300 000, voire 400 000 personnes. Bon, mais le véritable point, c'est qu'on manque de travailleurs. Comme on manque de travailleurs, évidemment, les salaires flambent. Et, si vous voulez, la Banque centrale de Russie a publié des statistiques qui montrent que dans les régions industrielles importantes, la hausse des salaires qui est supérieure à 20% par an, 20% dans un pays où le taux d'inflation est de l'ordre de 8,5. Hein. Bon. Donc on voit ce que ça fait en termes réels. Elle est au niveau de la Russie totale, de 20% des salariés, et dans les régions de grande industrie, on peut attendre 40% des salariés. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une forme de redistribution de la richesse en Russie, que l'on voit aussi dans le fait que la part des salaires, si vous voulez, le PIB, le produit intérieur brut, alors, une manière de le calculer, c'est de dire c'est la somme des valeurs ajoutées. Une autre manière de le calculer, c'est de dire c'est la somme des salaires et des profits. Bien. Les salaires représentaient avant la guerre, grosso modo, 39% du PIB. Le reste, c'était les profits. Enfin, le profit et les impôts. Les salaires sont passés de 39 à 43. Alors, on va dire, bon, ça ne fait que 4% oui, mais sur de telles masses,
ça représente en réalité un effet de richesse qui est tout à fait considérable. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et le deuxième point important, c'est que on a une transformation avec le lancement de toute une série de programmes de substitution aux importations, par exemple dans l'aéronautique, où désormais on cherche à russifier les projets et les produits. Bon. Pour des raisons stratégiques, parce qu'on estime qu'on ne peut pas faire confiance aux partenaires occidentaux là-dessus. Et donc, on a une industrie qui, évidemment, s'est beaucoup modifiée. Alors, elle s'est beaucoup modifiée au sein de chaque branche. Elle se modifie dans le rapport qui existe entre les productions de base, par exemple l'extraction du gaz, du pétrole, des métaux, etc., et l'industrie manufacturière, qui aujourd'hui est la grande gagnante depuis 3 ans de cette croissance. Elle se modifie aussi dans la réémergence d'une véritable industrie automobile. Et, si vous voulez, pour le mois d'octobre, la production d'automobiles en Russie, je ne parle pas des ventes d'automobiles, parce que dans les ventes d'automobiles, vous avez évidemment les automobiles importées. Bon, mais la production d'automobiles a dépassé les chiffres de 2019, donc c'est quand même assez impressionnant. Bon. Mais avec l'ensemble de ces changements, évidemment, vous avez des surcoûts. Alors ces surcoûts sont liés au salaire, ces surcoûts sont liés tout simplement aux frais de réorganisation, ces surcoûts sont liés au fait que les importations coûtent plus cher à cause des canaux différents qu'il faut avoir pour obtenir ces importations. Oui, la Russie arrive à tourner les embargos qui ont été faits sur un certain... Mais ça coûte de l'argent. Oui. Bon. Donc, et puis il y a la réorganisation générale de l'économie. Donc tout ceci fait que, oui, le taux d'inflation a augmenté. Et donc, on est passé de 6%, c'était la situation en 2021, un taux d'inflation qui peut se situer autour de 8,5%. Et je dirais que sur les 2,5% supplémentaires, la moitié sont dus directement ou indirectement aux sanctions. Oui. Voilà, donc on peut estimer que ça a fait augmenter le taux d'inflation en Russie de 1,5%. Et l'autre moitié, c'est les salaires. Parce qu'il y a un manque de travail. Alors, là-dessus, la Banque centrale met son grain de sel, elle a beaucoup monté le taux directeur, ça n'a pas un grand effet sur l'inflation, et ça provoque des problèmes politiques et économiques en Russie, et surtout politiques, et aujourd'hui, la Banque centrale est ouvertement mise en cause à la Douma. Bon, on verra ce qui va se passer là-dessus. Mais donc, on est sur une situation où, globalement, la croissance ralentit depuis quelques mois en Russie parce qu'on a touché les limites physiques de la croissance de production. Et tant qu'il n'y a pas de nouvelles usines, tant qu'il n'y a pas des investissements de productivité qui débouchent, une chose, c'est de dire, voilà, on dépense tant de milliards. Oui, mais entre le moment où vous dépensez et le moment où les machines arrivent, où les machines sont construites, il y a un délai. Bon, et c'est vrai dans toutes les économies, ce problème. Bon, donc, elle se heurte à cette limite physique. Et, par ailleurs, du fait de la réorganisation et du fait des sanctions, oui, il y a une poussée inflationniste. Et cette poussée inflationniste, elle est appelée à rester de manière structurelle pour plusieurs années. Et donc, je pense que dans les 3-4 années qui vont venir, la Russie restera avec un taux d'inflation relativement élevé. Mais, il faut le dire aussi, avec un taux de salaire, avec un rythme d'accroissement des salaires qui dépasse de très 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 loin l'inflation et qui se traduit par le fait que les revenus réels de la population
ont augmenté, et ils ont fortement augmenté. On le voit, la consommation et les revenus réels augmentent à peu près de 5,5% par an depuis 2 ans. L'équation économique pour la Russie, vous venez de le dire, elle a radicalement changé, en particulier aussi grâce au soutien d'un certain nombre de pays constitués dans les BRICS. La Chine, vous rappeliez aussi le rôle de l'Inde dans l'achat de pétrole et la revente de pétrole aux Occidentaux. Est-ce que ce changement un peu de paradigme pour la Russie et l'économie russe, il est appelé à durer au-delà de la guerre, si la guerre devait s'arrêter dans quelques mois ou plus? Est-ce que ces changements et ces rapprochements et ce soutien aussi de ces pays des BRICS qui a permis à la Russie de tenir et de poursuivre la guerre et de transformer son économie, est-ce que c'est appelé à durer? Alors, oui, c'est appelé à durer, même si, admettons que la paix soit signée avril-mai de cette année. Bon. Et que, parce que c'est pas nécessairement donné, hein, que les pays de l'Union européenne décident de lever une partie des sanctions du fait de l'arrêt de la guerre. C'est deux choses qui sont assez disjointes. Hein. Bon. D'ailleurs, les Russes se préparent actuellement à une situation de retour de la paix, mais où les sanctions seraient maintenues. Donc, bon, mais admettons qu'on ait la paix, que l'on ait la levée d'une partie des sanctions, le commerce va reprendre et la Russie va chercher à rétablir une forme d'équilibre en rouvrant un commerce avec les pays de l'Union européenne. Sauf que, alors que fin des années 2010 et en 2019, pour faire simple, le commerce avec l'Union européenne, c'était 65% des exportations. L'Union européenne, c'était 65% des exportations russes, à peu près, et 45% des importations. Ce à quoi on peut espérer, c'est que les exportations vers l'Union européenne représentent au mieux 40% et les importations de produits représentent au mieux 20 à 25%. Donc, en admettant que les pays de l'Union européenne acceptent de lever une partie des sanctions, on aura certes un retour partiel de la Russie vers l'Occident, mais ce retour restera très limité. Et ce qui est important, c'est que l'économie russe aura réellement changé d'une priorité vers l'Occident vers une priorité vers l'Asie. Alors, comme toujours, les Russes vont chercher à équilibrer cette priorité, à diversifier le portefeuille de clients. C'est comme ça qu'on le dit en russe. Bien, mais néanmoins, là où en 2019, on avait quand même une lourde dépendance vis-à-vis de l'Union européenne, nous n'aurons plus du tout cette situation et nous aurons une économie russe qui va se tourner beaucoup plus vers l'Asie. D'ailleurs, la Russie est en train de faire toute une série d'investissements publics, d'investissements en infrastructures en direction de l'Asie. Bon, parce qu'ils constatent aujourd'hui que leur commerce, que ce soit avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Indonésie, avec la Malaisie, etc., bon, avec l'ensemble des pays asiatiques, que ce commerce est limité par le fait que leurs infrastructures de transport étaient beaucoup plus orientées vers l'Ouest. Et donc, le point est à noter, l'une des régions où les investissements ont le plus cru, comme par hasard, c'est la région de l'Extrême-Orient, c'est-à-dire Vladivostok, etc. Pourquoi ? Parce qu'il faut développer des infrastructures de transport pour permettre le développement de ce commerce avec l'Asie. Est-ce que la fin de la guerre est proche, selon vous, Jacques Sapir ? Bon, il y a ce que je souhaite.
et je souhaite que le cessez-le-feu et la paix arrivent le plus vite possible. Après, il y a ce que l'on peut attendre. On voit bien que les Russes ont des demandes particulières qui concernent la non-adhésion à l'OTAN de l'Ukraine, la neutralisation de l'Ukraine, partiellement un désarmement de l'Ukraine, et après on a des revendications en termes de territoire. Trump, dans ses dernières déclarations, a reconnu le fait que l'Ukraine ne devait pas adhérer à l'OTAN. Donc il a donné raison aux Russes sur un point important. Les deux autres points feront partie des négociations. Alors tout dépend jusqu'à quel point Américains et Russes resteront sur leur position d'origine et jusqu'à quel point ils bougeront en direction de la position de l'autre. Mais la déclaration de Trump disant que l'Ukraine ne pouvait pas adhérer à l'OTAN dans une perspective prévisible, bon, ça a visiblement débloqué quelque chose en Russie, et on sent désormais que les Russes sont beaucoup plus disposés à des négociations. Alors après, on comprend que ces négociations ne peuvent pas commencer avant le 20 janvier, avant la prise de pouvoir par Donald Trump. Bon, il faudra probablement le mois de février et le mois de mars. C'est au minimum. Hein. Donc, en mettant les choses au mieux, je pense qu'un cessez-le-feu stabilisé, pas réellement une paix, mais plus qu'un simple cessez-le-feu, pourrait avoir lieu début avril. Bon, mettons ça. Plus raisonnablement, je pense qu'une date de l'ordre de juin risque d'être plus probable. Voire, l'été se passe en négociation, bon, et qu'on arrive à ce type de situation fin août, début septembre. Bon. Mais je pense que, sauf blocage de dernière minute, par exemple le fait que les Ukrainiens commettent des choses irréparables du point de vue russe, qui font que les Russes disent non, la question des négociations ne se pose plus, nous allons vous écraser complètement. Ce n'est pas leur position actuelle, mais on ne sait jamais avec ce que font les Ukrainiens. En mettant d'une certaine manière cette hypothèse de côté, j'espère que l'on pourrait avoir un accord de cessez-le-feu stabilisé, donc fin mars, début avril, et je pense qu'en tout état de cause, on devrait l'avoir quelque part entre juin et septembre de l'année prochaine. Jacques Sapir, merci pour cet entretien passionnant. Chers amis auditeurs, je vous rappelle de vous abonner au compte Twitter de notre ami Jacques Sapir, et aussi pour ceux que les sujets russo-ukrainiens intéressent, eh bien de vous rendre sur l'application d'Omerta où vous retrouverez eh bien les deux derniers reportages réalisés en Ukraine sur le front de Koursk. Le premier, il est consacré à la contre-offensive russe contre l'armée ukrainienne. Et le deuxième, il est dédié à une unité de dronistes russes baptisée Normandie-Niemen, et qui combat également sur le front de Koursk, et plus précisément dans la région de Soudja. Tout ça est disponible sur l'application mobile Omerta. Je vous dis à très bientôt.